tous les participants. Bonsoir à tous les participants pour cette exceptionnelle, je dirais, conférence de notre unité de service de communication du Parlement européen. Exceptionnelle parce qu'il s'agit d'un sujet qui n'est pas très connu dans le collège du Parlement européen, la protection des animaux et le rôle des animaux durant le Covid. Donc, moi, je vais modérer le débat de cette heure, mais avant, je voudrais donner la parole à notre chef, Daniel Senk, pour dire quelques mots d'introduction. Merci beaucoup, Evangelos. C'est très gentil de ta part et je me permets de faire le bienvenue tout d'abord à la présidente de la SPA ici à Strasbourg, Madame Marie Amalfitano, et la directrice, Madame Maeva Fabri, qui nous font l'honneur d'être présentes chez nous pour discuter un peu avec notre communauté sur le bien-être des animaux et sur l'importance, surtout qu'il faut qu'on place aux animaux de compagnie. C'est un sujet qui, comme Evangelos l'a dit, est relativement aussi connu au Parlement, dans le sens qu'on a la protection des animaux de manière générale et absolument sur l'agenda aussi de nos politiciens, de nos membres. Et on verra plus tard un petit film sur le sujet, comment le Parlement, comme législateur, a traité plusieurs partie de ces sujets, surtout concernant, par exemple, l'utilisation des animaux pour des tests dans la cosmétique ou dans les autres aspects de l'économie. Et le fait que le Parlement a quand même un mot très clair, a parlé un mot très clair sur le stop de ces pratiques, de ces pratiques très difficiles à gérer émotivement. Moi, je m'appelle Daniela Senk, je suis, comme Evangelos l'a gentiment dit, chef d'unité ici à Strasbourg. On a une unité consacrée aux services visiteurs et aux conférences ici à la maison. Et pour nous, c'est important de rester en contact avec notre communauté, je dirais ici locale, des gens. Pour le moment, on ne sait pas le faire directement en présence, pas encore. Ça va peut-être venir, mais on utilise le moyen, disons, remote, comme on dit, pour rester en contact quand même. Madame Amalfitano, vous avez dit, pour entrer dans le sujet, le bien-être animal devrait être une priorité pour tous. Et je suis absolument d'accord. Je ne sais pas si vous entendez, mon chien, il prend aussi la parole. Je ne sais pas quoi faire, mais il aboie. C'est une race qui est prone à prendre la parole aussi. Mais il vous soutient de plein cœur, je dois dire. Oui, et je pense que c'est important qu'on en discute, surtout par la protection, aussi par les lois, mais aussi le travail que votre organisation, pour venir à votre organisation et aussi pour présenter la directrice, Madame Maeva Fabri, ce que vous faites dans votre journée et dans votre travail journalier dans ce sujet. Alors, le 14 février 2019, on avait adopté cette fameuse résolution dont j'ai parlé au début. Après, on verra un petit film sur cela. Et le Parlement européen demande une meilleure application des règles, des contrôles plus stricts et des trajets plus courts dans tous les sens pour l'exploitation animale et des règles claires. Madame Amalfitano, nous vous remercions beaucoup d'être là et d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet vraiment important. Et je passe la parole, disons d'abord peut-être à vous pour vous présenter et puis après à Evangelos qui va continuer à modérer le débat. Je reste un peu
comme spectatrice. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. C'est pour nous aussi un très grand honneur. Ça nous donne aussi plus de visibilité. On est un petit peu des fois derrière dans nos bâtiments, un petit peu exclus de Strasbourg, hein, puisqu'on est à Cronenbourg, situé derrière Ikea. Et la cause animale, c'est évidemment quelque chose qui nous tient à cœur en premier lieu. Mais on a aussi à cœur, moi en tous les cas en tant que jeune présidente, hein, je suis présidente depuis le mois de décembre, de le diffuser le plus largement possible auprès de toutes les populations. Ça commence par les enfants, hein, déjà. Tous les groupes possibles. On a à cœur de développer justement beaucoup de partenariats pour que le message soit diffusé le plus largement possible. Voilà. Donc, merci à vous effectivement de nous avoir invités ici. Moi, je rejoins totalement donc Marie. Moi, je suis la directrice du refuge nouvellement aussi, hein, puisque ça fait quelques mois. Et c'est vrai que notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de remettre l'animal au centre du débat, puisque on fait face à certaines situations assez compliquées où on ne se sent pas spécialement épaulé, où je prends le cas, on a une cellule maltraitance où on intervient en fait lors de signalements et de plaintes. Et c'est vrai qu'en fait, on a peu de pouvoir, nous, pour faire bouger les choses. On doit s'appuyer sur les forces de l'ordre, mais qui sont eux-mêmes pas spécialement sensibilisés à la cause animale, ce qui fait que des fois, on arrive à des cas de maltraitance où on est pieds et mains liés parce qu'on a une justice qui, malheureusement, voilà, n'est pas encore sensibilisée à 100%, des forces de l'ordre. Donc, c'est vrai que nous, on veut aller dans ce sens de remettre l'animal au centre des débats, d'en faire une cause qui reste sérieuse. Donc, c'est un peu notre objectif aussi, de sensibiliser, en fait, mais comme l'a dit Marie, ça se passe déjà à l'école. En fait, c'est déjà là les prémices, on va dire, d'une prise de conscience. Et ensuite, ça se fait à tous les stades. Hein. Donc, moi, j'aimerais bien, en tout cas, œuvrer dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, même si on est pris par notre quotidien aussi à la vie du refuge, qui est très intense et prenant. Mais voilà ce que je peux dire en explication. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Donc, chers participants, je vous salue aussi et bienvenue à notre nouvelle conférence. Alors, vous avez compris, le débat est lancé. Les mini-présentations ont lancé le débat. Je ne peux pas dire plus parce que j'ai déjà appris, moi, beaucoup de choses. Mais par contre, juste pour expliquer un tout petit peu comment il va se passer le débat. Alors, vous, les participants, ceux qui vous êtes à l'écran ou ceux qui ne voulez pas être à l'écran et vous êtes connectés via Facebook, comme vous voulez, sachez que la conférence est enregistrée et elle sera publiée sur Facebook à partir de 20h ce soir. Donc, dans ce cas-là, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, vous pouvez vous déconnecter. Si vous voulez poser la question. Alors, moi, je vous suggère de poser des questions quand même, parce que le sujet est très important, qui nous concerne, nous, que nous avons travaillé sur ce sujet. Alors, quand vous voulez poser la question, soit vous levez la main quand vous êtes à l'écran, soit vous écrivez la question, mes collègues vont les lire et ils seront adressés à nos deux invités. Juste une dernière chose encore. S'il y a un intérêt des participants, je supplie, je dirais, je prie les participants de ne pas se lancer dans une discours, si possible, 1 minute la question, et si possible, les invités aussi, 3 minutes de réponse, s'il vous plaît. Alors, qui veut se lancer pour poser la première question à nos deux invités? Je vous rappelle que nous avons ce soir la chance et l'honneur d'avoir la présidente de la SPA Strasbourg, Madame Maria Amalfitano, et la
directrice de la SPA Strasbourg, Maëva Fabio. Voilà, la première question, c'est Daniela. Comme je sais que la première question est toujours la plus difficile et c'est toujours mieux de commencer par la deuxième question, en fait. Je me lance parce qu'effectivement, je dois admettre que j'ai pas fait, en fait, la recherche pour préparer cette soirée. C'est plutôt Evangelos, mon collègue, qui a fait toutes les recherches et connaît un peu par cœur votre travail. Alors, pour moi, c'est vraiment intéressant de savoir le travail quotidien que vous menez, l'effet peut-être que le Covid a eu sur votre travail et puis après les effets après Covid, parce que je peux imaginer qu'il y a quand même eu des effets et des retombées sur les animaux aussi dans la pandémie et dans la fin de la pandémie qui peuvent être difficiles à gérer pour vous. Merci beaucoup. Qui de vous deux on va commencer par la situation pendant le Covid. Alors, on a été très étonnés parce qu'on a eu très peu d'abandon. Et ça s'explique très facilement, en fait. C'est que les gens ont gardé leurs animaux chez eux, bien souvent, pour pouvoir avoir un prétexte de sortie. Les animaux étaient aussi peut-être moins en difficulté parce que les gens étaient à la maison. Donc, il y avait une ambiance, il y avait un entourage qui permettait que tout le monde, finalement, soit bien. Donc, pour nous, alors, à l'intérieur, in situ, ce qui était compliqué, c'est qu'on fonctionne en général avec beaucoup de bénévoles qui viennent promener les chiens. On avait quand même des chiens qui étaient là et on ne pouvait plus permettre au public de venir, donc il n'y a pas eu d'adoption. Et il y a eu effectivement une grosse carence en bénévoles suite aux difficultés de déplacement, aux restrictions. Voilà, mais on s'est quand même bien débrouillé. On était soulagés. Le boomerang a été terrible parce que, en fait, après la deuxième période de confinement, on a commencé à avoir des abandons en masse, énormément de chats. Donc, on n'a pas pu intervenir pendant le Covid sur toutes les campagnes de stérilisation. Donc, il y a eu énormément de chatons, énormément de naissances et beaucoup d'abandons, énormément d'abandons de chiens. Là, particulièrement cet été, alors effectivement, c'est conjugué avec les vacances et aussi, en fait, les gens avaient envie de sortir, de partir. Et puis aussi des problèmes liés des raisons économiques, puisque les gens, beaucoup ont dû déménager, ont perdu leur travail. Donc voilà, c'est une situation d'abandon forcé pour quand même certaines personnes. Difficile à vivre pour elles et extrêmement difficile à vivre pour leurs animaux, parce que tout d'un coup, on en voyait arriver des chiens de 8 ans, 10 ans qui étaient abandonnés. Après, Maëva, elle a aussi, je pense, ce qu'on peut rajouter à ça, c'est également ce qu'on oublie, parce que nous, au refuge, on accueille chiens, chats et NAC. Donc, NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Et on a eu également vraiment un fort taux d'abandon au niveau des NAC, donc plus particulièrement des lapins, parce que c'était l'animal à adopter très facilement en animalerie, et un lapin, on se dit, voilà, ça vit dans une cage et c'est tranquille pour les enfants. Sauf que non, un lapin, ça demande énormément de temps, de soins, voilà, et je pense que les personnes qui ne sont pas justement sensibilisées à comment on s'occupe d'un animal, etc., ont vu le lapin comme le bon compromis. Et donc, on a eu aussi des abandons massifs par rapport au NAC, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de lapins à l'adoption. Donc, il y a cette partie-là qui n'a pas été pensée. Puis, il y a également la partie financière, comme le disait Marie, où on a dû faire face à même des demandes financières d'aide pour les soins, etc. Donc, cette partie financière où nous, on reste une association et on vit de dons.
Donc, il a fallu essayer de redistribuer aux personnes les plus démunies et les aider au mieux comme on pouvait pour qu'ils puissent garder leurs animaux, parce que des fois, on a aussi, oui, des abandons qui sont à contre-cœur, parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper, mais on va quand même aider ces personnes justement financièrement comme on le peut et participer aux soins. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au Covid et à ce que nous, on a ressenti en tout cas sur le terrain. Bien, merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a une question dans le participant? Alors, sinon, moi, je me lance aussi par rapport à ce qui vient d'être dit par Maëva concernant les finances. Vous avez parlé, nous, on peut aider financièrement tant qu'on peut. Alors, ma question est simple. D'où proviennent les ressources financières? Alors, l'État, bénévole, non? Alors, on a une petite subvention de la ville de Strasbourg, mais la grande majorité de nos finances provient de dons de legs. Voilà, donc ça, c'est une situation très aléatoire. On n'a pas vraiment de vue sur les finances de l'année prochaine. Et comme le disait Maëva, notre trésorerie a été extrêmement amputée par ces demandes d'aide. Et là, on en a vraiment beaucoup tous les jours. Voilà, alors on navigue un peu à vue. On est locataire là où on est, puisque les locaux appartiennent à l'Eurométropole. On n'a aucune autre aide, ni de l'État, ni des collectivités locales. Bon, on ne fonctionne que avec des dons, des legs et les bénévoles. On a tout de même une équipe de salariés. Donc c'est aussi toujours très complexe, puisque il faut leur assurer leur salaire. On a 17 salariés tout de même. Donc voilà, c'est des fois un exercice d'équilibriste pour essayer de bien répartir nos produits. Alors, c'est le moment de lancer un appel à tous les participants à cette conférence. Alors, mettez la main dans la poche si vous avez le courage et faites un don, s'il vous plaît, à cette association, parce que, comme il vient d'être dit, il y a quand même 17 salariés. Il y a bien sûr des centaines de bénévoles, mais ça ne peut pas fonctionner qu'avec des bénévolats une telle structure. Alors, moi, le premier, je fais un don ce soir. Merci beaucoup. Merci. Oui, et comme je le disais, on a donc l'association d'intérêt général. Donc, on a la possibilité de défiscaliser, il n'y a pas de souci. Voilà. Parfait. Ah oui, si jamais il y en a qui hésitent, vous avez entendu la présidente de la SPA, c'est défiscaliser la somme que vous allez donner, il sera divisé par sa compte. 66% et défiscalisé. Ouais. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Oui, Daniela veut prendre la parole. Une autre petite question, est-ce qu'on peut aussi bénévolement travailler ponctuellement chez vous? Je parle par exemple des enfants qui peuvent, en accompagnement de leurs parents, peut-être lire au chat. Je le demande parce qu'on l'a fait une fois avec ma fille. Elle a aidé dans une structure en Allemagne et elle a lu dans une chambre au chat pour que le chat habitue à une voix humaine gentille et pour calmer un peu les animaux. Par exemple, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous offrez aussi? Alors, pour l'instant, on n'a pas ce genre de projet, mais c'est dans un coin de nos têtes en fait, d'aller justement vers ce type d'initiative parce qu'on sait très bien d'histoires et d'autres refuges que c'est positif pour les animaux, qu'il y a vraiment des thérapies comme ça assez douces pour leur permettre d'avoir confiance. Parce que c'est vrai que nous, dans nos refuges, les animaux qu'on a sont très stressés. Pour la plupart, ils ont vécu des histoires de négligence ou de maltraitance qui fait qu'ils ont des comportements imprévisibles. Donc, c'est vrai qu'on doit faire un travail avec eux
désensibilisation pour les animaux, pour le coup, et pour leur permettre d'avoir de reprendre confiance en l'homme. Et c'est vrai que ça, c'est une très bonne idée. Alors, on ne le fait pas spécialement encore, mais on y pense de plus en plus. Et par contre, bien sûr que on a toujours besoin de bénévoles, donc il y a un tas de choses à faire et on peut venir aider ponctuellement. Le bénévole reste libre, hein. S'il veut donner 1 heure par semaine, c'est 1 heure par semaine. 1 heure par mois, c'est toujours 1 heure par mois. On fait beaucoup d'événements le long de l'année qui se passent même hors refuge, hein, des portes, des collectes, des sensibilisations, des stands en partenariat avec certaines entreprises. Donc, on a besoin de bénévoles qui puissent se déplacer et puis apporter même ne serait-ce que de leur temps pour nous aider, nous, dans la vie du refuge. Et comme le disait Maëva, en fait, on s'ouvre aussi aux nouvelles techniques comme le Reiki, comme la sophrologie, enfin voilà, des thérapies qui puissent apaiser les animaux, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont effectivement sous stress, mais aussi ils ont été abandonnés, donc ils ont un choc émotionnel qui est pour certains très très important. Donc ils ne sont pas, pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds à la SPA de Strasbourg, ils ne sont pas juste enfermés. On essaye, nous, qui passent leur temps déjà le plus court possible, mais aussi le mieux possible. Les chiens, par exemple, sont promenés 3 fois par jour, ce qui est très rare, hein, dans les refuges en France. Les chats sont accompagnés par des bénévoles pour la socialisation. Justement, une bénévole la semaine dernière était venue leur lire un texte. Alors c'est étonnant, mais on est ouvert vraiment de plus en plus à ces thérapies pour faire redescendre en pression, quoi. Bien, nous avons une question de le nom, on ne le connaît pas, le nom. Donc, Strasbourg se situant dans une région frontalière, est-ce que vous coopérez avec les associations allemandes à ce sujet? Alors, ça fait partie justement, tout à l'heure en off, là, on parlait des projets d'ouverture. Moi, c'est effectivement ce que je voudrais imprimer pour ce refuge, c'est l'ouverture vers aussi d'autres refuges et au-delà des frontières, en Allemagne, en Suisse, prendre les bonnes pratiques et aussi essayer de faire des collaborations. C'est important parce que tout seul, bon, comme on dit, on a du mal à arriver, et c'est effectivement par la force, mais aussi, pourquoi pas, être une force moins politique pour défendre nos collègues. C'est bien. J'espère que la personne qui a posé la question est satisfaite. Pardon. Alors, il y a une deuxième question. Pourriez-vous nous parler des lois, décrets protégeant les animaux? Quels sont nos devoirs envers les animaux? Quel est le statut de l'animal au niveau de la loi? Il y a 3 questions finalement. Au niveau du statut, c'est vrai qu'il y a une grande avancée qui reste récente en 2015, où avant ça, il était considéré comme un meuble et un bien. Et à partir de 2015, on a décrété que l'animal avait été doté de sentiments, était un être sentient, et donc avait des besoins physiologiques particuliers dont il fallait donc s'occuper. Donc ça, déjà, c'est une grande avancée pour le bien-être animal, hein, puisqu'avant, c'est vrai que quand on faisait des enquêtes et qu'on allait sur des enquêtes de maltraitance ou négligence et qu'on discutait avec les personnes justement du bien-être animal, oh ben non, ça reste un animal, il a besoin juste d'être attaché, de toute façon, voilà. Non, l'animal ressent, a des sentiments également, et donc c'est important déjà, ce décret a fait quand même évoluer les choses. Ensuite, on a très peu quand même de lois qui permettent justement de pénaliser des comportements. Donc on a dans le droit pénal une loi, alors j'ai plus l'article comme ça en tête, je crois que c'est le L214, mais c'est celui-ci,
le L214, donc, qui dit que voilà, s'il y a des sévices graves, donc c'est-à-dire une atteinte physique grave pour l'animal, donc une mort, etc., la peine encourue, c'est 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces peines-là sont très rares. On a énormément de cas où il y a des sévices graves sur les animaux et où la peine ne va pas jusqu'à 2 ans et 30 000 € d'amende. En général, il y a du sursis, une petite amende à hauteur de 700 €, mais ça ne va pas plus loin. Donc, il y a cette loi-là dans le droit pénal qui vraiment, qu'on utilise en tout cas quand on a des gros cas de maltraitance. Et puis ensuite, on a un arrêté du 28 janvier 1983, je crois, mais vraiment à vérifier par contre, où là, on a vraiment énormément justement de textes disant que voilà, un chien à l'attache, c'est minimum 2,50 m d'attache. Si c'est en dessous, ce n'est pas légal. Qui doit être abrité et qui doit avoir à disposition de l'eau et de la nourriture. Donc vraiment, on a cet arrêté-là sur lequel on s'appuie souvent dans nos enquêtes ou dans les cas de maltraitance et négligence qu'on a, mais c'est à peu près tout. Donc là, je sais qu'au gouvernement, on s'attache à revoir un peu les lois et que ce soit un peu plus fourni, avec un peu plus de limites et de règles. Ça doit être voté très prochainement, hein, mais pour l'instant, ça reste léger. Nous, en tout cas, c'est notre vision. Hein, ça reste assez léger pour la protection animale. Si je pourrais peut-être profiter de cette réponse et de la question aussi. Je vois sur l'écran Laurent Morival. C'est lui qui a posé les questions. Merci beaucoup, Laurent. Alors, ça serait peut-être l'occasion de vous présenter une vidéo d'1 minute 28 secondes créée par le Parlement européen, justement sur la législation européenne concernant la protection des animaux, et plus particulièrement la protection des animaux utilisés pour fabriquer des produits de beauté pour vous, les femmes. On le passe. Attention. Furry, fun, and cuddly, these rabbits don't know how lucky they are to live in Europe. Thanks to EU regulations, they are safe from ever being used as guinea pigs for the cosmetic industry. The testing of animals for beauty products and the sale of products tested on animals was completely forbidden in 2013. The European Parliament is now setting its sights on a global ban. I believe that we have shown already as the European Union that a ban can work, and this is the time to actually act. We need to make sure that a global ban is not only EU-wide but also across the globe. Preventing animal testing won't be easy. 4 out of every 5 countries in the world still allow the practice. And in China, where cosmetics is a major industry, testing remains mandatory. Though with a growing number of companies switching to alternative methods of testing and consumers increasingly making ethical purchases, the tide may soon turn. This has been a great success where you have had NGOs, where you have scientists, and where you have industries working together with politicians to reach the goal. The European Parliament wants the United Nations to make animal welfare a priority, and so does the public. According to a recent Eurobarometer, 89% of EU citizens also want the EU to do more to promote the protection of animals around the world. Voilà, tout court, mais à méditer. Ce n'est qu'un exemple, mais si je peux me permettre aussi, mesdames, une remarque sur ce qui vient d'être projeté. Évidemment qu'il faut des lois, évidemment qu'il faut une législation pour la protection des animaux, pour pénaliser tous ceux qui ne protègent pas les animaux, qui les maltraitent, ainsi de suite, mais ça dépend aussi de chacun de nous. Alors, il faut d'abord, si on voit un animal qui est maltraité, dénoncer la personne. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se sentir mal, comme quoi on collabore avec la police, tout ce que vous voulez. Et encore, autre chose, je m'adresse aux dames, puisque les vidéos les concernaient.
Alors, essayez une fois sur deux de ne pas vous maquiller, s'il vous plaît. Au moins. Alors, il y a quand même des alternatives. Ah, il y a des alternatives. Allez, Voilà, on y quand va. même. C'est des alternatives, justement, bon, on va le dire comme c'est vegan. Alors, c'est pas une mode, hein, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on n'utilise vraiment aucun produit d'origine animale. Aujourd'hui, les marques, il y a de plus en plus de marques sur le marché qui ne testent pas sur les animaux et qui n'utilisent pas d'ingrédients d'origine animale. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a le choix. On peut toujours se maquiller en favorisant en fait des alternatives qui n'affectent pas en fait la condition animale. Et comme moi je dis souvent, acheter c'est cautionner. Donc en n'achetant pas ces produits qui proviennent justement voilà de ces tests sur animaux, et ben justement c'est aussi aller de l'avant et dire il y a besoin d'une offre qui ne cautionne pas justement ce qu'on fait subir actuellement aux animaux pour justement que de la cosmétique. Donc, il y a une alternative. C'est bien, merci. Merci. Moi, je ne l'utilise pas, cette alternative. Je voulais rajouter aussi qu'il n'y a pas que dans le milieu de la cosmétique, c'est aussi utilisé à des fins où on se demande vraiment pourquoi est-ce que les animaux sont torturés à ce point-là. Des expériences où on va greffer une deuxième tête, on va greffer, enfin voilà, des choses qui ne servent à rien. Donc il y a aussi des pratiques dans les laboratoires qu'il faut dénoncer. Le problème, c'est que c'est très compliqué de pénétrer dans ces laboratoires. Il y a un centre qui accueille donc les primates pas très loin de Cronenbourg, hein, dans des conditions assez dures. Et il faut savoir qu'à partir du moment où un animal, alors c'est les chimpanzés, mais c'est aussi les chiens, les beagles sont les chiens les plus utilisés hein, dans les laboratoires. Ils iraient jusqu'à leur mort. Hein. Donc ça pour des fois des tests qui ne servent à rien. Donc, je veux dire, c'est effectivement les manifestations qu'on voit, One Voice, etc. C'est des fois très spectaculaire, mais il faut se renseigner un petit peu. Effectivement, c'est dur de pénétrer dans ces milieux et d'avoir un réel pouvoir. C'est des lobbies très importants, les laboratoires sont très influents. Donc voilà, c'est un combat de fourmis. C'est David contre Goliath. Voilà. Bien, il y a une autre question encore de Rémi. Il n'y a pas que le maquillage. Exemple, les déodorants, shampoings, etc., qui sont testés sur les animaux. Donc, à prendre en compte pour nous aussi en tant qu'hommes. Merci Rémi de me remettre à ma place. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas que le maquillage pour les femmes, il y a aussi tous ces produits pour les hommes. Mais même les produits ménagers. On n'y pense pas, mais même les produits ménagers, il y a des ingrédients d'origine animale ou alors ils sont testés sur les animaux et on n'y pense pas forcément. Très bien. Et il y a encore une autre question. Que pensez-vous de la marque de mode internationale qui va ôter les peaux des animaux pour en faire des vêtements en peau? Que pensez-vous de la marque internationale qui va enlever les peaux des animaux pour en faire des peaux? Alors, pour en faire des peaux. Des peaux P-E-A-U, excuse-moi. La peau de l'animal pour faire le fourrure, finalement, j'imagine. Hein? Ah, c'est ça, j'essaie d'expliquer. L'industrie du cuir. Ah oui, voilà. oui. L'industrie du cuir, la peau, ah oui, la peau, l'industrie du cuir, voilà. Il va parler du véganisme. Alors, c'est pas qu'une mode. Je veux dire, c'est un concept, c'est une philosophie. Évidemment que si on s'intéresse au bien-être animal, on va pas accepter de porter de la fourrure. On va réduire aussi tout ce qui est cuir. Hein. Alors, sans aller jusqu'au véganisme, parce que des fois, ça fait peur. Mais je veux dire, déjà, limiter, déjà même pas limiter, mais arrêter d'acheter des vêtements en fourrure, des chaussures en fourrure, enfin, déjà ça, parce que c'est une maltraitance horrible.
voilà, après, ben, si on est convaincu et qu'on est congruent, hein, c'est-à-dire, ben, on arrête aussi le cuir, on arrête d'avoir des voitures avec des sièges en cuir. Enfin, ça, voilà, c'est dans les détails qu'il faut aller. Ça, on s'en rend pas compte. On cautionne des fois, malgré nous, des pratiques de maltraitance. Et oui, s'il faut prendre ça en considération aussi, il faut qu'on soit aussi chacun de nous, hein, consommateur ou simple citoyen, plus responsable sur cette question, sur d'autres questions aussi qui touchent l'environnement. Alors, moi, avant d'oublier, Maëva, tu as parlé tout à l'heure des NAC. J'avoue que je ne savais pas ce que c'était jusqu'à hier, avant-hier. Donc, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Vous avez parlé de lapins. Il y a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a tout ce qui s'appelle aux rongeurs. Hein. Donc, on a les gerbilles, hamsters, cochons d'Inde, voilà, tout ça. Il y en a. Donc, nous, c'est ceux qu'on accueille au refuge. Par contre, il y a aussi serpents, mygales, qui font partie de cette catégorie NAC. Mais nous, on n'a pas aujourd'hui les structures pour les accueillir et ni les personnes formées pour les accueillir parce qu'ils ont vraiment d'autres besoins totalement autres que lapins, etc. Donc, voilà la catégorie de NAC. Oui, j'étais étonné, vous avez dit mygales. Oui. Donc, il y a des mygales comme un animal de compagnie. Tout à fait. Oui, ça existe. Comme s'il n'y a pas assez de chiens ou de chats abandonnés ou autre. Ben, voilà. C'est ça. Alors, je m'adresse à ce monsieur ou cette dame qui a la mygale comme animal de compagnie, qui la laisse dans la nature et s'occupe un peu d'un autre animal qui pourrait avoir besoin de lui ou d'elle. Et on apprend des choses. Alors, une autre question, quoi? Il y en a? Oui. Ah oui, à propos de la... toujours Rémi, à propos de l'industrie du cuir. Le Canada Goose, avec sa fourrure de coyote sauvage, qui a, sous la pression des antifourrures, décidé de mettre un terme à cette exploitation. C'est aussi, donc, vous connaissez ça, j'imagine. Je connais très bien la marque. Effectivement, il y a eu de nombreux débats autour de cette marque parce qu'effectivement, les conditions dans lesquelles ils produisaient la fourrure étaient vraiment extrêmement choquantes. Et moi, j'applaudis leur décision. Ils ont écouté en fait la majorité et j'espère qu'ils ont compris que c'était pas pour une mode en fait, pour un vêtement, de faire subir ça à des animaux, c'était vraiment pas correct. Donc moi, j'applaudis cette prise de décision. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises de luxe qui arrêtent justement les sacs de luxe en peau de serpent et j'en passe. Ils commencent petit à petit à arrêter et à prendre conscience qu'il y a d'autres alternatives, des cuirs végétaux qui sont très costauds. En fait, il y a des alternatives qui ne coûtent aucune souffrance. Donc pourquoi choisir la souffrance? Voilà, telle est la question. Je veux dire, je ne vois pas d'autres questions, mais moi, j'ai plein de questions. Rien que de vous attendre, parler avec passion, avec amour de ce que vous faites. Alors, je me pose la question tout simple. Quel est votre quotidien quand vous allez au refuge le matin jusqu'au soir? C'est pas, vous vivez avec les animaux, évidemment, vous avez des relations avec les services de la ville, c'est pas avec les personnes qui viennent adopter un chien ou un chat ou un animal, mais on s'imagine que vous avez de la chance, finalement, de vivre avec des animaux, vous. C'est compliqué. C'est compliqué. On a de la chance, si on peut dire, parce qu'on essaye de contribuer à leur bien-être futur. Si on parle des animaux abandonnés, effectivement, pour les chiens, par exemple, il y a toute une procédure d'adoption qui est bien encadrée avec des pré-visites, avec des rendez-vous. Enfin, on ne vient pas comme dans une animalerie. On voit un chien, on le prend et on part à la maison. Ça,
c'est fini, c'est plus possible. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est le côté bonus. Mais on a quand même, sur le plan affectif, c'est très dur. C'est très, très dur. On a quand même déjà assisté à l'abandon. C'est très difficile. Il y a des animaux qui sont très malades parce qu'ils n'ont pas été soignés correctement. Il y en a qui ne supportent pas l'enfermement. Il y a des chiens qui reviennent après avoir été adoptés une fois, 2 fois, parce que les gens n'ont pas de patience, parce qu'il y a aussi des conditions qui font que le chien a changé. L'enfermement va modifier le comportement. Alors, des fois à l'extérieur, du jour au lendemain, l'animal est différent, mais des fois, il a cet enfermement, quelque part, est enquisté et a produit des dommages irréparables. Voilà, donc non, franchement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Maëva, elle pourra peut-être nous en dire plus parce qu'elle est là tous les jours. Moi, je suis présente, donc je viens pas tous les jours. Mais voilà, son quotidien est largement rempli de... Comme elle le disait très bien, hein, il y a 2 côtés. Il y a le côté très beau parce qu'on s'investit dans une cause qui, pour nous, est vraiment importante et on voit qu'on arrive à placer des animaux et qu'ils trouvent une très belle famille. Et voilà, c'est une victoire. Et la minute d'après, on a un abandon parce que ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'animal et puis l'animal est projeté comme ça dans un nouveau monde plein de cages. On essaye vraiment de donner les meilleures conditions, mais on reste un refuge avec des moyens limités. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. Même si nous, on se donne à 100% pour les conditions. Et oui, pour le chien, ça reste stressant. Le chat, et c'est ça qui est dur. Et ça se voit en fait dans leurs yeux, ça se voit dans le comportement. Et on ressent beaucoup, c'est dur, et même les propriétaires, parce qu'il y en a qui abandonnent à contre-cœur, donc il faut aussi savoir avoir ce côté humain et les consoler de ce qui se passe, de les rassurer, en fait. Et ouais, en fait, on est comme dans des montagnes russes, il y a des victoires et il y a des coups durs. Donc c'est ça qui est compliqué à gérer au quotidien, mais on se dit en soi, voilà, on le fait pour eux, et c'est ça qui est important. Et sinon, on ne le fait pas, je ne sais pas qui pourrait. Mais... Je me suis permis de prononcer le mot chance. Vous avez la chance de vivre avec les animaux parce que, entre guillemets, la chance, parce que j'ai lu un article d'une avocate marseillaise, vous connaissez peut-être, maître Isabelle Terran. Elle a dit qu'elle a de la chance de s'occuper à plein temps des animaux, pas de s'occuper de les défendre. Et oui, je ne peux pas le compte. Donc, c'est une avocate pénaliste inscrite au barreau de Marseille et elle consacre sa vie professionnelle, j'imagine, à la défense des animaux. Donc, elle avait dit qu'il a de la chance parce que c'est sa passion. Et grâce à des personnes comme ça, on se rend compte que maltraiter un animal, ça c'est puni. Il y a une punition. J'aimerais juste revenir sur la notion de maltraitance parce que là, on parle de choses, de conditions de maltraitance extrêmes où on voit les animaux sont battus, sont attachés, etc. Mais il y a une maltraitance qui est beaucoup plus insidieuse, dont on n'a pas franchement conscience. Et qui est très difficile justement à détecter. Par exemple, je prends le cas de personnes qui ont envie d'avoir un chien, simplement ils travaillent toute la journée. Le chien est bien nourri, il a une belle maison, un beau jardin, seulement il est tout seul toute la journée. Il n'est pas sorti régulièrement, il n'est pas socialisé, parce qu'en fait, c'est le contact avec les autres animaux, les autres humains, enfin les humains, etc., qui va le socialiser. Donc, ce chien, c'est une prison dorée. Ou bien les gens qui prennent des races à la mode. Par exemple, ce qui est très à la mode, c'est le berger australien. Il faut savoir que c'est Qu'est-ce que vous avez dit? Le berger australien. Ah, ça existe? Oui, c'est comme on peut dire, c'est un film où
ce sont des chiens de travail, des chiens de troupeau. Donc, ils ont besoin d'être au contact d'animaux, ils ont besoin de travailler, c'est un atavisme. Et ce chien, par exemple, qui se retrouve dans un appartement, il va devenir fou. Donc, du coup, il va être abandonné. Et on dit, voilà, il a mordu, alors que il faut détricoter pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc ça aussi, je veux dire, c'est pour ça qu'on est contre aussi les animaleries, on est contre aussi les ventes d'animaux sur le Bon Coin. Voilà, parce qu'on peut tout avoir à bas prix. Voilà, c'est les histoires aussi les associations qui se disent ramener des chiens de Roumanie. Il faut faire attention, il y a des gros trafics. Souvent, c'est des chiens malades, c'est des chiots qui ont été arrachés de leur mère. Voilà, c'est un ensemble. On est un petit peu sur tous les fronts. Donc, comme je disais avant, on a une certaine chance parce qu'il y a des avancées. Mais voilà, les luttes sont rudes. C'est d'autant plus honorable pour vous parce que vous luttez avec des moyens dérisoires, presque, hein, financiers et autres, et avec des personnes qui maltraitent les animaux. Je ne sais pas si c'est des hommes, hein, c'est peut-être des sauvages, mais avec des sauvages, vous ne pouvez pas vous mesurer, vous ne pouvez pas arriver à vos fins. Mais malgré ça, je vois, vous avez du courage. Bien, il ne faut pas que je rentre non plus dans l'émotion parce que moi aussi, j'adore les animaux. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé à vous inviter. Mais qui n'aime pas les animaux finalement? Quel homme, quelle femme, homme avec majuscule? Parce que je pense que celui qui n'aime pas l'animal, il n'aime pas l'homme tout simplement. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, oui. C'est ce qu'on dit, après, c'est culturel aussi. Il y a des pays où l'animal est considéré soit comme impur. Bon, maintenant, ça commence à changer. Hein. Ouais. Mais c'est une histoire familiale aussi. Tu sais qu'on a eu des animaux, qu'on les a considérés. Après, je pense qu'il y a l'apport de l'éthologie. Donc, bon, je pense que beaucoup d'entre nous ont vu le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc, c'est des éthologues. Et donc, on a commencé à se dire, tiens, il y a des interactions entre l'homme et l'animal. On va essayer, voilà, de correspondre sur un plan, enfin, sur un registre non verbal. Donc ça fait plusieurs années maintenant. Ça commence à un petit peu à rentrer même dans les écoles, les écoles pour les chiots, les centres équestres qui apprennent aux gamins à monter à cheval. Voilà, on est quand même de plus en plus dans l'interaction homme-animal. Bon, ça c'est une avancée, mais il faut aller encore toucher encore au plus près des habitudes. C'est pour ça que je vous parlais de maltraitance insidieuse parce que les gens, forcément, ne sont pas toujours au courant qu'une race a des besoins physiologiques. Un caniche n'aura pas les mêmes besoins que, par exemple, qu'un berger australien. Il en aura d'autres. Enfin, voilà. Et ça, c'est important de vulgariser ces connaissances. Au début, si j'ai bien compris, vous avez parlé, il y avait une question, vous avez parlé des abandons, de chiens, j'imagine, d'autres animaux aussi. Et ça existe, l'abandon. Mais ma question est, est-ce que pendant le confinement, vous avez pu mesurer, je ne sais pas si vous avez des statistiques et des chiffres, il y a plus d'abandons, il y a moins d'abandons? On a eu 30% de plus d'abandon. Voilà. C'est le chiffre. Alors, du coup, c'est vrai, c'est pas énorme.
30%. Ça reste 30% d'augmentation. Mais c'est sûr qu'on, par rapport à ce à quoi on s'attendait, on s'est dit, OK, donc on n'a pas été submergé, en tout cas par les abandons de chiens comme on aurait pu penser. On s'attendait à pire, en fait. D'accord, oui, parce que j'ai bien compris, et Marie avait dit qu'il y avait beaucoup de gens qui ont gardé leurs chiens, par exemple, pour avoir comme alibi pour sortir, parce qu'il y avait le confinement. Et donc, je veux dire, il y avait une utilité quand même de cet animal durant ce confinement, pas seulement affective, mais aussi dans la pratique, pouvoir sortir, promener son chien, par exemple. Mais justement, c'est un petit peu lié à ce que je disais, c'est que le fait du télétravail, etc., on a été, encore une fois, avec, si on prend le cas du chien ou du chat, plus en relation pendant le confinement. Donc, les gens ont commencé à s'intéresser, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre, peut-être, à s'intéresser à leurs animaux, à communiquer beaucoup plus. Donc, certaines personnes ont revu un petit peu leur façon de penser par rapport à leurs animaux. Les 30%, bon, comme je disais tout à l'heure, moi je pense qu'il y a effectivement pour certains l'envie de partir, de bouger, etc. Mais aussi beaucoup de personnes qui se sont trouvées dans une situation économique très dure. Ça, c'est voilà, plus l'abandon traditionnel pendant les vacances. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu, on a eu lors du deuxième confinement, voilà, c'est 30%. Le premier, non, on n'a eu quasiment rien. C'est réconfortant d'attendre ça aussi. Ça me ramène votre discussion, vos discours me ramènent à des questions. Est-ce que vous, par hasard, vous avez des échos? Je ne pense pas qu'il y a des statistiques ou il y a des études, des échos de vos clients, je ne sais pas comment on peut les appeler, ceux qui viennent pour chercher un animal ou pour déposer un animal peut-être aussi. Est-ce que vous avez eu des échos concernant, durant cette période de confinement, c'était réconfortant ou un poids de plus, avoir un animal à la maison? Moi, je n'ai pas spécialement eu de retour par rapport à ça, parce qu'en plus, en général, quand ils viennent abandonner, ils restent très discrets hein, sur la cause du nom. Il n'y a pas de vrai discours avec ces personnes-là, malheureusement. Après, c'était plus réconfortant dans le sens où, pour les personnes isolées qui étaient seules, d'avoir un compagnon, en fait, ça les a aidés à passer, on va dire, la période qui était assez compliquée. Moi, ce qui me désole un peu dans ce cas-là, c'est qu'on a pris l'animal pour soigner un mot. En fait, on n'a pas pris l'animal vraiment pour les bonnes raisons. Ça reste un animal, un être qui a des besoins. Et donc, c'est là la problématique qu'on a rencontrée quand même. C'est des adoptions qui se sont fait à la volée. Et alors, chez nous, on a des règles strictes. Donc, on a pu un peu bloquer ça, mais par contre, comme je le disais, il y a sur les bons points, on en trouve partout des animaux aujourd'hui. Donc, c'est facile aujourd'hui d'avoir un animal et de le lâcher un mois après quand on n'en a plus besoin. C'est terrible. C'est ça qui est terrible. Et voilà, il faut lancer un appel aux candidats pour avoir un animal. Il faut savoir, monsieur et dames, que si votre enfant, c'était mon cas aussi, si votre enfant vous demande un animal, il faut mesurer la responsabilité que vous avez pour cet animal-là. Pas seulement les soigner, mais il y a aussi l'amener chez le vétérinaire, et ça comporte aussi des frais. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne se rendaient pas compte. Ils s'imaginaient qu'un animal, c'est bien beau de l'avoir à côté de ce soir, mais il faut s'en occuper, il faut l'amener chez le vétérinaire, il faut le nourrir. Voilà. Et voilà, il se trouve après dans un impasse, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de travail qu'ils n'arrivent pas à s'en occuper. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ceux qui viennent à la SPA, ça va encore. Et il y en a qui les abandonnent dans la rue. Ben oui.
Donc, c'est pour ça que l'appel aussi qu'on lance, c'est qu'on ne juge pas non plus un abandon. Je veux dire, on n'est pas là pour juger. Nous, ce qui nous importe, c'est que l'animal il soit entre de bons soins. Et quand il arrive chez nous, c'est ce qu'on fait, il sera entre de bons soins. Par contre, c'est vrai que les personnes qui les laissent dans les bois, et je ne sais pas ce qu'ils pensent à ce moment-là, si un chien va se débrouiller, mais un chien est domestiqué, donc il ne va pas se débrouiller tout seul dans la nature, c'est impossible. Donc, c'est une mise à mort, mais lente. Donc, préférer les laisser chez nous. Et en plus, on ne demande rien, parce que si on demande une contribution, on va plus faire fuir qu'autre chose. Donc, on ne demande rien. Mais essayer au moins, un minimum, d'abandonner les animaux dans des structures qui peuvent les accueillir et pas à la volée, à l'excès. Alors, il y a d'autres questions. Sinon, nous sommes arrivés à terme, à bon terme, c'est-à-dire 18h59. Il nous reste 1 minute encore, juste le temps pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir appris tant de choses sur les animaux, de savoir qu'il y a encore des personnes comme vous, mais j'espère d'autres aussi, qui mettent leur volonté à la protection des animaux et au bien-être des animaux. Et juste pour terminer, il faut savoir que selon l'Union européenne, en tout cas, ce n'est pas n'importe quoi comme institution, l'animal est un être sensible. Voilà, chers amis, chers participants, chers Marie, chers Maëva, mes chers collègues, je vous remercie et je vous souhaite une excellente nuit. À la semaine prochaine. Merci.